notre président national, l'honorable Eugène Diombi Ndongala, a fait plus ou moins 7 ans de détention. En 7 ans de détention, je pense que ce n'est pas facile. Vous savez, quand on atteint un certain âge, le corps demande quand même beaucoup de choses aussi. Mais après sa libération, j'espère qu'il a passé quelques temps et où il avait fait encore une rechute. Il a été hospitalisé et Dieu aidant, à ce jour, il s'est rétabli progressivement. Mais nous pensons que son état de santé est un peu critique. Ça nécessite quand même qu'il puisse avoir une prise en charge beaucoup plus sérieuse, quoi. Vous savez, la prise en charge sérieuse, il faut qu'il puisse au moins consulter les experts appropriés par rapport au problème de santé qu'il a. Mais nous pensons qu'avec l'aide du Seigneur, il va bien parce qu'il marche, il parle et il fait un peu de mouvements, il va bien. Il va bien, mais ça fait 4 mois qu'il est sorti de prison, il est resté sans parler. Cela est dû à son état de santé. Bon, tantôt par son état de santé, au-delà de ça, bon, il est là, il est en train de réfléchir. Et au niveau de la démocratie chrétienne, nous travaillons aussi. Et lui, à son niveau, il est tenté de réfléchir aussi par rapport aux stratégies. Vous savez que nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes alliés de l'IDPS. Nous avons ce devoir d'accompagner le chef de l'État dans son action, dans son programme. Nous avons ce devoir-là de l'accompagner. Et c'est dans ce cadre que le président On va demeurer sur la libération de Eugène Diombi Ndongala. Sa libération est due à quoi? À son poids politique, à la Grèce présidentielle ou comment dire, à l'accord de Saint-Sylvestre? Vous savez que le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, c'est un homme de principe, un homme qui fait à ce que notre État de droit règne, que l'État de droit règne dans notre pays. Alors vous savez, depuis tout le temps, il y a eu un accord de la Saint-Sylvestre qui avait ordonné à un certain moment que les détenus emblématiques soient libérés et les exilés politiques puissent revenir au pays. Alors, dans son combat, le chef de l'État, son Excellence le président Félix, avait toujours demandé à ce que les mesures de décrispation du climat politique soient effectives, ce qui n'a pas été le cas. Étant donné qu'il a été élu président de la République, je pense que la première des choses à faire, c'était de décrisper le climat politique. C'est dans ce cadre que notre président national, l'honorable Eugène Diombi Ndongala, malgré tout ce qui a été raconté sur lui, a été libéré. Il a été libéré malgré tout ce qui a été raconté sur lui. On va rester sur sa personne, sur son combat. Eugène Diombi Ndongala a été libéré sous conditions. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les conditions qu'on a fixées à Eugène Diombi Ndongala, il est en train de les respecter? Bon, je pense que je ne suis pas là pour parler ou je ne suis pas là comme son avocat pour vous dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Moi, je suis secrétaire général de la démocratie chrétienne au niveau du parti politique et nous ne gérons pas la personne de l'honorable Eugène Diombi Ndongala. C'est notre président national. Il a sa vie privée et ses instructions, je pense que c'est une histoire qui est gérée avec ses avocats. Moi, je suis le secrétaire général du parti. Je m'occupe principalement des activités de notre parti politique qui sont une priorité pour moi à ce jour. Votre parti politique est allié de l'UDPS. Vous avez pendant longtemps combattu Joseph Kabila et son régime. 18 ans après avoir été président de la République à la tête du pays, comment jugez-vous son bilan? Bon, je suis mal placé pour vous faire état de son bilan, mais nous constatons au moins que non, notre pays est par terre. Il faut vraiment les relever. Et c'est dans ce cadre que le président Félix est en train de se battre pour voir un peu comment relever le pays. Mais je ne sais pas vous dire en détail quel est l'état, mais c'est un constat qui est général et que dans notre pays, rien n'allait. Vous savez, sur le plan sécuritaire, vous savez ce que nous avions connu, des arrestations arbitraires, n'en parlons pas. Sur le plan social, ce qui a été même à un certain moment pris comme étant un slogan de campagne. Mais le peuple congolais n'a toujours pas trouvé satisfaction par rapport au social. Mais au vu de tout cela, nous pensons que le bilan du président sortant n'était pas du tout excellent. Mais nous pensons qu'il faut toujours voir ce qui pourra permettre à ce que le pays aille de l'avant. C'est ce que le président actuel est en train de faire, de pouvoir se battre pour remonter au peu la pente de notre pays. Il est en train de se battre pour remonter la pente du pays.
tout en reconnaissant que le pays est aujourd'hui à terre, pourquoi vous coalisez avec ceux qui ont mis le pays à terre? Bon, vous savez, la coalition que nous vivons à ce jour, c'est une coalition qui nous est imposée par le fait des règles de l'art. Vous savez, au niveau du Parlement, il y a la majorité parlementaire qui est acquise au FCC et nous avons une minorité au niveau du Parlement. Alors vous savez très bien que les chefs de l'État sortants aussi avaient bien voulu que, après la réussite, la victoire du président Félix, et que la passation pacifique et civilisée du pouvoir ait lieu dans notre pays. Ça, c'est un événement. Au vu de tous ces actes, les partis ont estimé que notre pays doit évoluer. Nous devrions enterrer ce qui nous divisait dans le passé, étant donné que les peuples congolais continuent à souffrir. Il faut voir comment permettre au peuple congolais de ne pas se retrouver toujours dans un état de souffrance éternelle. Raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons de cette coalition, la coalition qui veut que les deux partis puissent, ceux qui ont la majorité au niveau du Parlement et ceux qui n'ont pas la majorité, mais ceux qui ont la présidence de la République, puissent coaliser pour permettre à ce que nous puissions bien gérer le pays. Et je pense que cette coalition, c'est une question purement de la volonté et de la sincérité des uns et des autres, permettra à notre pays de revêtir son image. Avec la détermination du chef de l'État, nous pensons que dans les jours à venir, si les partis sont sincères dans leurs engagements dans le cadre de cette coalition, je pense que nous allons parler du bien, nous allons vraiment fêter, célébrer cette coalition. D'accord. On va évoluer avec une autre question d'actualité. C'est l'élection du bureau définitif du Sénat. Je l'ai annoncé en prélude de l'émission. Nous avons aujourd'hui deux candidats, deux potentiels, deux grands candidats qui se disputent le perchoir. Vous avez Alexis Thambwe Mwamba et Modeste Bahati Lukwebo. Ça vous dérangerait aujourd'hui que plutôt Alexis, soit président du Sénat? Vous savez, au niveau du Sénat, c'est la démocratie qui doit régner. Bahati, l'honorable Bahati et l'honorable Thambwe, c'était tous membres, sinon c'était tous des membres du FCC. Et par l'expression démocratique, l'honorable sénateur Bahati s'est imposé pour être aussi candidat, ce qui est normal dans le cadre de la démocratie. Et il y aura élection, je pense que le meilleur gagne. Nous n'avons pas à dénier quelqu'un ou à prier pour que X gagne, Y ne gagne pas, mais nous pensons que c'est la démocratie. Nous interpellons au moins à la conscience des sénateurs de voter utile. Vous appelez à la conscience des sénateurs de voter utile, mais vous savez aussi que Alexis Thambwe Mwamba, c'était lui qui était le ministre de la Justice pendant que Eugène était emprisonné. Est-ce qu'aujourd'hui, Thambwe Mwamba, pour vous, est une personne qui incarne toutes les valeurs pour gérer le Sénat? Vous savez, le président Diomi, lors de sa libération, il avait déclaré haut qu'il a pardonné tous ceux qui lui ont fait du mal. Tous ses détracteurs, tous ses bourreaux, il les a pardonnés. Alors je pense que par le fait de ces pardons, nous ne devons plus revenir sur le passé. En tant que chrétiens et œuvrant dans un parti chrétien, je pense que pour autant que nous avions pardonné, c'est une histoire qui appartient au passé. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus en vouloir à l'honorable Thambwe Mwamba, moins encore à ses intérêts. Hein. Nous avons dit au niveau du Sénat que les meilleurs gagnent. Nous n'avons pas à mettre les bâtons dans les roues de l'honorable Thambwe parce qu'il aurait fait ceci, cela. Nous avons pardonné pour nous. Nous pensons que notre pardon était sincère et nous croyons à ça. Vous pardonnez et vous oubliez. Ouais. Vous oubliez. Hein? Non, bon, dire oublier, on ne peut pas dire oublier comme tel, mais quand on pardonne, on trouve que non, ça devient superfectatoire pour nous. Et c'est pourquoi nous n'avons plus en parler comme tel, comme sujet d'actualité, comme tel, parler des Thambwe, parler de son arrestation et consort, c'est le passé. Ce sont des voisins, ce qui s'est passé, c'est passé. Et le président Diomi a pardonné, nous pensons que nous tenons à ce pardon. Et pour nous, c'est une histoire qui n'est plus d'actualité, je voulais dire. Alors, Alexis Thambwe Mwamba, aujourd'hui, c'est un des alliés. C'est un membre, il est soutenu par le FCC au poste de président du Sénat. Il est soutenu par Joseph Kabila. Il est soutenu par tous ceux qui sont membres du FCC. Aujourd'hui, vous êtes allié de l'UDPS, dans le CAJ. Vous êtes en coalition. Alors,
Aujourd'hui, donc, vous dites que vous êtes prêt à travailler avec Tambo Mwamba sous n'importe quelle condition. Non, bon, je ne dis pas que nous sommes prêts à travailler avec Tambo Mwamba. Nous sommes dans la coalition, nous allons nous soumettre aux règles de la coalition. La coalition, c'est pour un objectif, c'est-à-dire accompagner le chef de l'État pour lui permettre de réussir son mandat. Ouais. L'idéal pour nous, c'est ça. L'idéal pour nous, ce n'est pas les individus. L'idéal pour nous, c'est de voir le président Félix réussir son mandat. C'est ça notre préoccupation à nous tous. Depuis l'avènement Tamboué pourra permettre au président de la République de réussir son mandat avec succès, je pense que nous, en tant que démocratie chrétienne, nous allons applaudir. Mais si cela, c'est pour mettre des bâtons dans les roues du président de la République, c'est là où nous ne serons pas d'accord avec ça. Mais nous pensons que dans le cadre de cette coalition, les partis respectant les principes de la coalition, le problème ne se posera pas comme tel. À moins qu'il n'y ait pas la sincérité dans les chefs des uns des autres, comme je l'avais dit. D'accord. Mais comment voyez-vous maintenant le bilan de Félix Tshisekedi depuis qu'il est président de la République? Ça fait depuis janvier 2019, nous sommes en mois de juillet, 6 mois se sont écoulés. Comment voyez-vous son bilan? Ça promet. Ça promet. Il a déjà fait quelque chose. Parce que vous savez, il est là, il a trouvé un gouvernement. Il n'a pas encore installé un gouvernement ici de sa propre volonté. Mais il est là, il a trouvé un gouvernement. Il a lancé un programme de 100 jours. Ce programme a produit suffisamment des effets. Et si vous voyez ce qu'il a déjà fait sur le plan même international, vous avez suivi l'histoire, notre pays était en rupture totale avec l'extérieur. Et vous avez suivi même qu'au niveau même de l'espace Schengen, il n'y avait plus d'accessibilité. Tous nos compatriotes qui voulaient faire l'extérieur, soit pour se faire soigner, avaient des difficultés même pour avoir des visas. Aujourd'hui, avec l'avènement du président Félix, ça s'est décanté à la minute. Vous avez suivi ce qu'il y a comme ouverture au niveau du monde. Le président fait une tournée au niveau mondial juste pour consolider tout ce qui a été détruit dans le passé, afin de permettre à son gouvernement, qui viendra bientôt, je le crois, à bien vouloir évoluer, de bien vouloir faire pour permettre à ce que son programme soit exécuté avec succès. Constitutionnellement parlant, un président de la République peut-il faire autant de temps son gouvernement, constitutionnellement parlant? La Constitution ne fixe pas un délai pour installer un gouvernement. Et au-delà de ça, nous avons un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Par principe de la continuité de l'action gouvernementale, nous ne pouvons pas dire, sinon crier, OK, nous n'avons pas un gouvernement. Pour autant qu'il y a un gouvernement qui expédie les affaires courantes, nous considérons que c'est un gouvernement. Et la Constitution n'interdit pas au chef de l'État, sinon dans un État où la Constitution ne fixe pas un délai pour que nous puissions avoir un gouvernement. Ailleurs, nous avons connu des pays qui ont passé autant d'années sans gouvernement, ça va poser des problèmes. Mais pour nous, nous attendons au moins un nouveau gouvernement. C'est ça le souci du peuple congolais. C'est par ce fait-là que nous parlons que nous sommes sans gouvernement. Le gouvernement est là, nous avons une structure qui fonctionne, qui expédie les affaires courantes, et nous pensons que nous devons reconnaître à cette structure son pouvoir comme tel, jusqu'à la remise et reprise du nouveau gouvernement qui sera installé. La Constitution ne reconnaît pas, ne donne pas de délai pour la formation du gouvernement ou au pouvoir qui vient au pouvoir en place, mais ça veut dire qu'on peut faire 5 ans avec un gouvernement qui assure la gestion des affaires courantes. On peut faire 5 ans on peut faire 5 ans sans gouvernement, un mandat plein. Ne croyez pas que nous pouvons avoir 5 ans, nous allons faire 5 ans sans gouvernement. Donc, tout se passera bien dans les timings qui sera fixé. Et vous savez surtout que nous avons un Parlement qui existe. Et ce Parlement doit travailler avec le Sénat pour investir un gouvernement. Et nous sommes dans la coalition. Avant de continuer à parler du gouvernement, j'aimerais un peu revenir au Sénat. Permettez-moi de revenir au Sénat. Pourquoi le CACH, vous êtes allé du CACH, de l'UDPS, membre du CACH, pourquoi le CACH n'a pas présenté de candidats au Sénat? Bon, vous savez, présenter les candidats, il faut avoir les électeurs. Si vous n'avez pas d'électeurs sûrs qui peuvent vous permettre d'avoir une victoire, pourquoi vous voulez vous imposer pour aller échouer? Vous êtes dans une coalition. Alors, par honneur, c'est ça effectivement. C'est pourquoi j'ai toujours appelé à la sincérité dans cette coalition. Hein? Parce que la coalition doit être au moins sincère. Nous avons tant critiqué que non, voilà pourquoi le FCC n'a pas voulu à ce que les CACH soient dans les bureaux. Ça, ce sont des faiblesses que nous relevons dans cette coalition. Mais nous pensons que ce qui est beaucoup plus important pour nous, ce qui est beaucoup plus intéressant,
c'est de voir comment permettre au chef de l'État d'accomplir son mandat. C'est ça au moins notre point commun. Hein? Pour autant que le FCC peut faire ce qu'il peut faire, je pense que pour nous, ce qui est important, c'est de voir le chef de l'État accomplir son mandat avec succès. Si ce que le FCC est en train de faire, c'est pour faire obstruction à l'action du chef de l'État, à l'accomplissement de son programme, nous pensons que là, le peuple, étant donné qu'il est en train de suivre tout à la lettre, va s'élever pour vous êtes vraiment une coalition. Vous êtes vraiment une coalition. Bon, on dit une coalition, la coalition. Vous savez, la politique, c'est compliqué. Quand on parle de la politique... Non, ma question est, vous êtes vraiment une coalition? Oui, c'est une coalition. Parce que pour autant que les partis qui y sont vous disent clairement que non, nous sommes dans une coalition, vous voulez appeler ça comment? Mais c'est pourquoi j'ai toujours critiqué, sinon appeler à la sincérité de ceux qui sont dans cette coalition, parce qu'il y a certaines choses qui se passent qui laissent vraiment à désirer. Comme hein? Comme par exemple, vous avez cité l'aspect Sénat. Nous avons vu avec ce qui s'est passé au niveau des gouverneurs, où le FCC a tout pris. Mais or, dans une coalition, les partis devraient être disposés à collaborer, à voir comment ajuster leurs tirs pour permettre à ce que nous puissions bien gérer le pays ensemble. Parce que vous savez, les résultats que le président de la République pourra avoir, quelque part, le FCC sera considéré comme État partie prenante aussi à cela. Et c'est pourquoi nous pensons que qu'est-ce que je voulais dire, c'est que le FCC devrait en principe être souple pour comprendre que nous sommes dans la coalition et tout préparer à l'avance pour permettre à ce qu'il y ait l'équilibre entre les partis qui se coalisent. Une coalition de nature un peu à friser la bonne entente. On va attaquer la racine par le mal, le mal par la racine, pardon. Voilà. Qu'est-ce qui bloque la formation du gouvernement? C'est les caprices des partis. Vous savez que le chef de l'État attend un gouvernement et que les partis étant dans une coalition, ils doivent négocier. Ceux qui sont majoritaires au niveau du Parlement, ils se disent que non, nous sommes majoritaires, nous devons avoir plus de ministres. Et ceux qui ne sont pas majoritaires, ils se disent que non, nous sommes dans une coalition, nous devrons coaliser et chercher à équilibrer les choses. Alors, et chacune des parties essaie un peu de faire état de ses caprices. Et je pense que c'est ce qui fait que le gouvernement traîne. Ouais, mais je crois que nous avons suivi dernièrement, le président de la République a reçu son prédécesseur et ils ont parlé, je crois bien qu'ils ont parlé de cet aspect des choses qui bloquaient aussi, parce que le peuple attend la sortie du nouveau gouvernement. Et si ce gouvernement traîne, le peuple commence à s'impatienter parce que le peuple a soif. Même si on peut passer le temps sans gouvernement, mais le peuple a soif quand même de voir un nouveau gouvernement qui sera mis en place pour permettre à ce que la chose publique soit bien gérée. Parce que nous croyons qu'avec le nouveau gouvernement, la chose publique sera vraiment bien gérée. Et c'est pourquoi peut-être ça traîne. Et si ça traîne aussi, nous pouvons estimer que c'est par le fait même de chercher à bien faire. Hein, parce que c'est quoi le profil? Les profils. Moi, je pense que c'est l'intégrité. Hein, parce que le chef de l'État a un mandat. Le chef de l'État tient à la moralité. Le chef de l'État tient à éradiquer la corruption dans notre pays. Le chef de l'État tient au respect des droits. Je pense que tout celui qui a une moralité, qui a une probité et qui répond aux critères qui sera fixé entre partis, je pense qu'il pourra faire partie de cette équipe-là, tenant compte des accords que les parties prenantes vont signer. Selon certains membres de l'AMOCA, vous ne savez plus diriger le pays. La coalition ne sait plus se mettre d'accord pour diriger le pays parce que vous avez passé plus de 6 mois en train de négocier. Donc, vous n'arrivez pas à trouver une solution. Un terrain d'entente. Il a proposé ce qu'on puisse mettre en place une structure qui va permettre à ce qu'il y ait une transition d'une certaine période et que les élections soient à nouveau organisées dans des conditions beaucoup plus idéales pour que le pays puisse à nouveau aller fonctionner normalement. C'est une proposition que vous avez condamnée, vous, au niveau du cash. Oui, c'est Martin Fayulu qui propose une piste de solution. C'est un fils du pays aussi. Oui, c'est bien bon. Il est libre de faire de ses propositions. Mais je pense qu'il doit attendre que le chef de l'État puisse accomplir son mandat pour revenir avec le pays est en train de mourir. Le pays ne meurt pas. Hein, parce que nous vivons et le chef de l'État, vous savez, le mal était très profond dans notre pays. L'économie était pratiquement par terre aussi.
Le chef de l'État est en train de chercher à faire remonter les choses pour que nous puissions réellement vivre, et bien vivre même. Réaliser à ce que le peuple congolais puisse remonter son niveau social. Alors, la critique sur les négociations qui semblent traîner, vous savez, en politique, il est des règles. Hein? Qui semble. Qui semble, parce que j'ai dit, je vais m'expliquer. Parce que le problème, c'est quoi? Vous savez, en politique, c'est l'art de négocier. Hein? Il est même des principes que non, en politique, on négocie à tout moment et à tous les temps. Même pendant 100 ans. Il est des principes, oui. Vous verrez des pays où il y a des négociations à tout moment. Quand on est politicien, il faut être capable de s'assumer, il faut être capable d'accepter d'être disposé à faire des négociations. À tout moment en politique, il faut toujours négocier. Vous pouvez négocier aujourd'hui, demain, d'autres données viennent, ça change, et vous devez encore négocier. C'est question à ce que vous puissiez être bien armé par rapport à vos arguments, pour que quand vous négociez, que vous soyez à la hauteur de convaincre l'autre que vous êtes dans les raisons. C'est pourquoi faire la politique, ça demande de l'intelligence. Si on est opportuniste, tu veux faire la politique, tu vas tourner en rond. Parce que quand il faut négocier, il faut les arguments. Sans arguments, on ne sait pas bien négocier et on va tourner en rond, on va faire des choses qui n'honorent pas. Alors c'est pourquoi je pense que critiquer aujourd'hui que non, on passe le temps dans des négociations, je pense que quand on est en politique, on doit comprendre que non, c'est une dimension qui est liée à l'exercice des activités politiques. Quelle est la place du peuple dans vos négociations? La place du peuple. Les négociations se font pour permettre à ce que les bien-être sociaux soient au moins relevés. Mais le peuple se meurt. Non, bon, je ne sais pas. Parce que vous savez d'où nous venons. Hein? D'où nous venons. Alors aujourd'hui, pour reconstruire les pays, ce n'est pas une histoire qui doit se faire dans un jour. Hein? C'est un processus qui a déjà commencé. Les peuples aujourd'hui peut-être croient que rien ne s'est fait, mais je pense que c'est question de temps. C'est question de temps. Les peuples vont comprendre que la stratégie qu'a adoptée le chef de l'État, son Excellence le président Félix, c'est la bonne et c'est pour l'intérêt du peuple. Et vous savez que les chefs de l'État, partout où ils passent, la population crie le peuple d'abord, Papa Loba qui le peuple d'abord. Ça, c'est un slogan qu'il a, je crois bien, intériorisé. Et je pense bien qu'il ne laissera pas le peuple congolais souffrir par le fait de quoi que ce soit. Alors, on va évoluer toujours sur la même question. Vous avez passé, je dirais, on a parlé des 6 mois que vous avez passé en train de négocier sans avoir de solution favorable. Alors, quelle est l'échéance que vous donnez? Quelle est l'échéance jusqu'à quand? Jusqu'à quand le gouvernement? Jusqu'à quand vous allez continuer à négocier? Continuer de négocier. Jusqu'à quand vous allez continuer à parler? Non, non, bon, nous allons commencer, durant tous les mandats, les partis doivent toujours se parler. Il y aura toujours des problèmes. Ce n'est pas par le fait qu'il y aura un gouvernement qu'il y aura plus les problèmes. Les gouvernements, il y en aura bien sûr, parce que nous avons vu le président de la République recevoir son prédécesseur. Alors, nous pensons que les deux, étant des leaders des deux partis, je pense que les problèmes du gouvernement est à la porte de la sortie. Sinon, une solution est en voie d'être trouvée. Mais par rapport aux négociations, je pense que c'est une histoire qui est permanente dans les milieux politiques. En politique, comme je disais, on est appelé toujours à négocier. Et nous ne croyons pas que non, quand on aura le gouvernement et que tout sera réglé. Après le gouvernement, il y aura peut-être d'autres problèmes encore qui nécessitera que les partis puissent ajuster pour bien faire. Parce que tout cela, c'est fait pour permettre à ce que la situation du pays s'améliore pour l'intérêt du peuple congolais. La situation va s'améliorer pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, Maître Magloire Kassongo, vous êtes secrétaire général de Démocratie chrétienne et aussi coordonnateur adjoint des alliés de l'UDPS. Nous sommes en train de chuter rapidement. Avant de chuter rapidement, la démocratie chrétienne va-t-elle faire partie du prochain gouvernement? C'est pas ça, il faut poser la question aux négociateurs et qui fixent les critères. Mais nous pensons que la démocratie chrétienne est parmi les alliés des DPS et nous y travaillons comme tel pour accompagner les chefs de l'État dans l'accomplissement de sa mission. Si c'est fait que le chef de l'État estime que la démocratie chrétienne doit apporter son apport au gouvernement, je pense que, étant donné que nous sommes alliés, nous n'en trouverons pas d'inconvénients. Mais ce n'est pas à nous de venir réclamer devant vous que la démocratie chrétienne attend
un poste au niveau du gouvernement. Mais nous pensons, sinon nous le disons, que s'il plaît au chef de l'État de faire appel à la démocratie chrétienne pour l'accompagner dans sa lourde tâche, je pense que la démocratie chrétienne n'hésitera pas pour donner son coup de pouce, sinon son expertise Quelle est la vision au chef de l'État. Vous êtes un parti politique, vous avez une vision, vous avez des objectifs aussi, avant d'être allié, vous êtes un parti. C'est quoi la vision de démocratie chrétienne pour le développement du Congo? La démocratie chrétienne attend à voir un pays prospère, un pays stable sur le plan économique, un pays stable sur le plan politique, un pays où la paix, l'amour règnent, où les peuples congolais, où les peuples vivent dans la paix, dans l'harmonie. Mais que fait? Quel est le poids politique de démocratie chrétienne au niveau, prenons d'abord, provincial? Au niveau provincial, nous savons que la démocratie chrétienne, c'est l'un des grands partis dans ce pays. Quels sont les indicateurs? Les indicateurs, bon, ça, il faut aller poser la question à la base. Descendez, ou si vous voulez, quand nous organisons des manifestations, nous pouvons vous inviter, vous viendrez, vous allez voir l'ampleur de la démocratie chrétienne. Vous avez combien de députés nationaux? Non, nous n'avions pas pris part dans ce processus électoral parce que nous avions levé l'option de ne pas participer dans ce processus parce qu'on avait des griefs à relever en son temps. Mais la politique étant dynamique, les choses ont évolué, mais nous avions au moins demandé à ce que la démocratie chrétienne, par rapport à tout ce que nous avions reproché en son temps, par rapport à ce processus, la machine à voter. Machine à voter, toutes ces histoires là-bas, nous avons estimé que non, nous devrions rester constantes. La démocratie chrétienne, bien sûr, et c'est pourquoi nous n'avions pas voulu changer de position chemin faisant. Et nous nous assumons par rapport à cette option que nous avions levée. Félix Tshisekedi que vous soutenez aujourd'hui est issu de ces élections, auxquelles vous n'avez pas pris part, et vous soutenez son mandat. Vous estimez que le peuple l'a élu, n'est-ce pas? Bon, vous savez, la démocratie chrétienne, si nous n'avions pas aligné des députés, cela ne veut pas dire que non, nos militants n'ont pas voté. Nos militants ont voté, moi j'ai voté, et nous avions accompagné, et certains, même candidats de l'IDPS et consorts, savent bien comment la démocratie chrétienne les a accompagnés. Alors c'est pour dire que non, si la démocratie chrétienne n'avait pas postulé en tant que parti politique, mais nos militants, en tant que citoyens congolais, on prépare au vote. Et étant donné que nous sommes alliés à l'IDPS, je pense bien que la conséquence est claire que nous avions fait notre choix idéal, qui fait aujourd'hui que le chef de l'État est là, il a été élu avec succès. Vous ne parlez pas franchement, vous parlez franchement. Non, c'est sincère ce que je vous dis, parce qu'il y a des témoins qui peuvent vous dire que non, voilà, la démocratie chrétienne nous a soutenus. Par le fait de ne pas aligner les candidats ne veut pas dire que nous ne participons pas au processus. Nous avions quand même accompagné certains amis. Et alors, ça fait combien d'années que la démocratie chrétienne a été créée? La démocratie chrétienne depuis 91. 91. Ouais. Ça fait aujourd'hui 28 ans. 28 ans. Donc c'est parmi les grands, les anciens partis. Sinon des vieux, sinon des partis. On va chuter. Ouais. On va chuter d'ici 5 ans. Comment va être votre mandat? Comment voyez-vous la gestion de Félix Tshisekedi d'ici 5 ans? C'est la dernière question. Non, bon, je crois que le président Félix Tshisekedi, nous avons toujours dit, la démocratie chrétienne croit à son avènement et nous pensons que son avènement, c'est une réponse du Seigneur pour le peuple congolais. Le peuple congolais a tant souffert, a tant pleuré, et aujourd'hui, le Seigneur a bien voulu répondre au peuple congolais en leur donnant comme chef de l'État le président Félix. Et je pense bien que c'est la raison pour laquelle vous avez suivi. Dernièrement, il a fait même une prière, organisé une prière de dédicace, une prière pour dédier le pays entre les mains du Seigneur. Je pense que c'est la conséquence des prières des peuples congolais. Une petite question de curiosité, avant de complètement de nous quitter, une petite question de curiosité. Démocratie chrétienne, qu'est-ce qu'on entendait? Que voulait transmettre le concepteur? Quel message on veut transmettre? Non, démocratie chrétienne, c'est-à-dire c'est un parti politique qui prône des valeurs chrétiennes. C'est ça au moins. Par rapport aux valeurs que nous prenons, c'est des valeurs qui sont fondées sur l'amour, des valeurs qui sont fondées sur le respect que l'on peut avoir à un être humain. Le respect qu'il compte avoir sur le respect qu'il compte avoir sur la vie humaine. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes complètement à la fin de cette émission. Démocratie chrétienne, un parti politique qui n'a pas de député national, mais qui œuvre
pour l'avancement du pays. Ils n'ont pas postulé, voilà la raison. Nous vous disons au revoir. Nous espérons que vous avez aimé cette émission. Nous avons reçu pour vous le secrétaire général du parti, Maître Magloire Kassongo. Merci. Je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas trop lésé. Je ne vais pas léser. Non, non, non. À la prochaine.